Elle a été finaliste de l'élection présidentielle, ancienne ministre et présidente de la COP 21. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Vous êtes également l'auteur de Manifeste pour une justice climatique. Oui. Chez Plon, on le rappelle, on parlera de la COP dans un instant, mais d'abord un mot de l'Ukraine. Hier soir, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est exprimé à ce sujet avec ces mots. À un moment donné, dit-il, il faudra revenir autour d'une table des négociations, mais, précise-t-il, dans un moment et des conditions définies par l'Ukraine. Est-ce que c'est aussi votre avis? Est-ce que ce sont les Ukrainiens qui vont décider du moment et des conditions? Vous savez, la guerre, c'est la pire action que l'espèce humaine peut se faire à elle-même. Donc, et spécialement en Europe, qui a été construite sur l'idée de paix. Donc, il faut s'orienter vers la fin de la guerre et il faut que les négociations commencent. Donc, je suis d'accord avec la première partie de la phrase. Il faut en effet que les aller à la table des négociations négos. commencent, mais à force de répéter qu'il faut que ce soit l'Ukraine qui en prenne l'initiative, c'est oublier les leçons de l'histoire. C'est très difficile pour l'une des parties, en plus la partie agressée, de prendre des initiatives pour faire la paix. C'est très difficile, c'est quasiment même impossible. Donc je crois qu'il faut arrêter de jouer avec les mots. Il faut qu'il y ait une instance de médiation qui se mette en place. Mais qui a les cartes en main? Est-ce que c'est Joe Biden? Est-ce que c'est Emmanuel Macron, le président chinois, le président turc? Qui peut concrètement prendre les choses en main? C'est la question principale. Qui va se mettre autour de la table et commencer à parler? Et ça aurait dû être fait dès le premier jour de l'invasion de l'Ukraine. Tout de suite, l'ONU aurait dû se mobiliser, l'Europe aurait dû se mobiliser, alors que certains ont cru qu'il y allait pouvoir y avoir une défaite militaire de la Russie. Vous n'y croyez pas? Il y a deux raisons, deux façons de faire la paix. Soit il y a la défaite des militaires d'un des co-belligérants, à ce moment-là, on se met autour de la table. Soit on est plus intelligent que ça et on empêche cette escalade des souffrances, des violences, cette souffrance du peuple ukrainien, l'effondrement de l'Europe qui se profile. Et la famille et l'Afrique qui est plongée dans la famine. Vous dites là Bon quelque chose de résultat très par rapport à important. une guerre qui devait être courte. Mais alors justement, est-ce que vous dites il faut aujourd'hui la fin de la guerre et les négociations parce qu'il y a des conséquences en dehors de l'Ukraine? Ça veut dire qu'on fait passer les conséquences économiques sur l'Europe, par exemple, avant l'intégrité territoriale de l'Ukraine, l'avenir du pays, le respect de ses frontières et de ses territoires. Mais au contraire, plus la guerre se termine tôt, plus l'Ukraine peut se reconstruire. Est-ce que personne ne comprend? Mais quitte à s'amputer d'une partie de son territoire, à renoncer c'est ça, à la Crimée, au mais Donbass. c'est ça le sujet de la discussion, précisément. Si on refuse la discussion, on ne peut pas s'orienter vers la guerre. Donc les choses vont aller de pire en pire. Retenons les leçons de l'histoire. Dans quelques jours, on commémore le 11 novembre. La guerre de 14. 18 millions de morts. 18 millions de morts. Et à un moment, il y a bien eu l'armistice. C'est vrai qu'il y a eu la défaite de l'Allemagne, mais il y a eu l'armistice à un moment. Et aujourd'hui, tous les historiens s'accordent à dire que cette guerre aurait pu être évitée. C'est toujours, vous savez, plus difficile d'aller du côté de la paix, de la revendication de la paix, que d'être du côté de la guerre. Et avant la guerre de 14, ceux qui parlaient de paix étaient soit emprisonnés, soit assassinés. Donc c'est toujours plus difficile parce qu'il y a des enjeux considérables, parce qu'ensuite dans le virilisme dominant, les gens sont pris dans leur conflit et c'est très dur d'en sortir. Mais dans tout conflit, il faut une médiation. On ne connaît pas de conflit qui s'arrête sans médiation. Et les médiateurs doivent être choisis par l'Ukraine, par exemple. L'une des initiatives positives qui pourrait être prise pour protéger la fierté et l'identité de l'Ukraine, c'est de dire on va mettre des médiateurs autour de la table et il faut que l'Ukraine soit d'accord avec le nom des médiateurs qui vont être autour de la table. C'est le rôle de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été créée pour cela. Un dernier mot à ce sujet, Ségolène Royal. Est-ce qu'il faut aussi, de votre point de vue, arrêter les sanctions contre la Russie au motif qu'elles ont des conséquences aussi en Europe? C'est le rôle de la négociation. Tant qu'il n'y a pas de négociation, tant qu'il n'y a pas d'action diplomatique, ces sujets-là ne peuvent pas être correctement traités. Ça fait partie de la négociation. Est-ce que oui ou non l'intelligence humaine va être au-dessus de ce conflit et au-dessus de ces horreurs de la guerre ou pas? Est-ce que nous, adultes, dans cette société, dans cette civilisation, nous allons être capables de mettre nos enfants à l'abri des chaos et des peurs? Oui, c'est notre responsabilité. Moi, je n'ai pas fait de 30 ans de vie politique pour léguer à la génération qui vient, à nos enfants, une Europe en plein chaos qui n'a même pas été capable de réduire et d'empêcher un conflit de frontières. Et c'est ce que disent aussitôt les pays les plus pauvres. C'est ce qu'ils vont dire aussi pendant la COP. On va y venir dans un instant. Justement, Il y a besoin de tellement de moyens que voir
ces tonnes d'argent qui arrivent pour l'armement, Alors c'est tout justement, simplement aberrant dans le monde dans lequel Ségolène nous Royal, vivons. à l'instant, on l'évoquait, il y a des élections aux États-Unis cette nuit. Il y aura d'ailleurs une édition spéciale à suivre sur LCI autour de Damien Givelet, Émilie Broussoulou et dès demain matin 5h avec Stéphane Etcheverry qui va se lever très tôt. Il y a une possible victoire des Républicains dans ce scrutin et une possible remise en cause de l'aide à l'Ukraine. Vous dites-vous aujourd'hui, on engouffre trop de milliards dans cette aide et dans cette guerre, il faut y mettre fin? Mais c'est aberrant. Tous les observateurs et tous ceux qui souffrent de cette guerre, à commencer par le peuple ukrainien, se disent, compte tenu de la masse des moyens qu'il faut pour lutter contre les catastrophes climatiques, pour lutter contre les risques sanitaires, Oui, mais il faut aussi pour aider lutter les contre la Ukrainiens pauvreté et les dans la armées pour misère. qu'ils viennent à bout de Mais l'armée il russe, faut non? arrêter cette guerre. Voilà la Et responsabilité dans que nous l'intervalle, avons est-ce aujourd'hui. qu'on Comme dit le poursuit pape l'aide aux François, Ukrainiens? je cite volontairement le pape François parce que lui, il n'a pas aucun enjeu politique. Il est en charge aussi de l'humanitarisme, de l'humanité à l'échelle de cette planète, comme l'Organisation des Nations Unies. Il faut arrêter cette guerre et se mettre autour de la table. Et comme disait Nelson Mandela, vous savez, la meilleure arme, c'est de s'asseoir et de parler. Oui, sauf que vu que la table n'est pas encore dressée, qu'on n'a pas encore les convives autour, est-ce que dans l'intervalle, on continue l'aide à l'Ukraine ou pas? Il faut arrêter la guerre en Ukraine. Il faut un processus d'arrêt de guerre. Écoutez-moi bien, le jour où un leader dans ce monde dira on commence les négociations de paix, déjà tout va s'apaiser, y compris sur le plan de l'équilibre du monde. Vous voyez, dès qu'il va y avoir un basculement dans un processus... Quitte à donner des gains territoriaux à la Russie, on a bien compris. Non, ça se négocie. Vous savez, une négociation, ça consiste à ne pas agresser ceux qui sont autour de la table, ça c'est la diplomatie, et consiste à ne pas annoncer les résultats avant même ne pas humilier la Russie comme nous avons une base, qui sont les accords de Minsk. Donc il faut repartir de... Il n'y a pas rien qui a été fait. Donc nous avons cette base. Et d'ailleurs, on peut observer aussi que quand Angela Merkel était là, vous avez remarqué, il n'y avait pas la guerre. Elle quitte la chancellerie. Moins de 3 mois après, il y a l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle a aussi été beaucoup critiquée pour la dépendance de l'Allemagne. Eh bien oui, mais n'empêche qu'elle tenait les choses parce vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait une passion de la négociation et une horreur de la guerre. Alors venons-en. En termes de négociation, il y a la COP, très important. Elle a lieu en ce moment en Égypte pour une dizaine de jours encore. Hier soir, Emmanuel Macron s'est exprimé à ce sujet, bien sûr, en intimant aux pays riches d'être au rendez-vous. Il dit c'est notre responsabilité. Mais sans l'engagement actif des États-Unis, de la Chine, est-ce que ça a vraiment du sens de faire des efforts? Les gens qui nous regardent ce matin se disent peut-être, on nous demande de réduire le chauffage, on nous demande la sobriété énergétique, mais si la pollution, elle vient d'ailleurs, si l'émission de gaz à effet de serre, elle vient de ces très grosses économies, à quoi ça sert que moi je fasse des efforts? Qu'est-ce que vous dites? Qui doit aujourd'hui faire les efforts prioritairement? Tout le monde doit faire les efforts. C'est assez simple. Vous savez, l'accord de Paris que vous rappeliez tout à l'heure sur le climat, que j'ai eu l'honneur de présider, c'était très simple. Il y a un accord climatique, donc cet accord doit être appliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, cet accord appliqué? Ça veut dire qu'il faut diminuer de moitié les émissions de gaz à effet de serre pour que les gens comprennent bien, c'est-à-dire l'utilisation du gaz, du pétrole et du charbon qui provoque cet effet de serre, c'est-à-dire cette chaleur autour de la Terre qui fait que les rayons du soleil, au lieu de repartir dans l'atmosphère, reviennent vers la Terre. Donc c'est ça qui crée le réchauffement climatique. Il faut diminuer ces gaz de 50%, 55% même d'ici 2030. Énorme. On en est loin pour atteindre la neutralité carbone. Deuxièmement, il y avait des engagements financiers, et en particulier des engagements financiers envers les pays émergents, et en particulier envers l'Afrique. Et là, on y est loin aussi, je rappelle juste pour préciser, c'est 100 milliards normalement par an de dollars, bon, euros c'est quasiment la même chose, qui devaient être réunis à partir de 2020 tous les ans. En réalité, on va les atteindre pour la première fois peut-être l'année prochaine. Voilà. Sinon, il se passera quoi? Sinon, vous pensez qu'on aura des réfugiés climatiques en masse qui se précipitent à nos frontières? Le temps de la justice climatique est venu. Le temps de la justice climatique est venu. Un continent comme l'Afrique, qui n'est à l'origine que de 3 à 7% des émissions de gaz à effet de serre, en subit le plus durement les conséquences. Parce que c'est le continent le plus chaud. Désertification, érosion des côtes, déplacement massif de population. Il y a déjà 200 millions aujourd'hui de déplacés climatiques. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des fils de fer en Méditerranée? Donc c'est l'intérêt même des pays industrialisés qui ont fait leur révolution industrielle avec les énergies fossiles et qui ont donc pollué la planète, sans le savoir d'ailleurs au départ. C'est leur responsabilité de faire quoi? De faire des transferts massifs de technologies d'énergie renouvelable en Afrique. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que la coalition solaire
internationale qui avait été mise en place à la COP21 soit au point mort. Est-ce qu'il est normal de Tous voir ces que, pays industrialisés ne l'entendent pas. toutes les maisons en Afrique devraient être couvertes de panneaux Oui, solaires, sauf que toutes? ce discours aux États-Unis, en Chine, ne semble pas porter suffisamment loin, puisque ces pays continuent d'être en dessous à la fois des objectifs financiers, des objectifs de réduction également. Tout le monde est en dessous. Donc je crois que ça ne sert à rien de montrer du doigt. Tout le monde est en dessous. Tous les pays industrialisés sont en dessous. Et l'Europe relance le charbon, en liaison avec, soi-disant, la guerre en Ukraine. Elle a Vous voyez, tort de le le faire. lobby du charbon, comment? Elle a tort de le faire, sachant que Mais c'est bien sûr. censé être provisoire pour passer l'hiver. Mais bien sûr. C'est inadmissible. Pourquoi c'est inadmissible? Parce que les travaux d'économie d'énergie et les travaux d'isolation des bâtiments ont été beaucoup trop lents. C'est-à-dire, Alors, même là, les règles n'ont pas été Face à ça, respectées Ségolène Royal, en France. il y a des mouvements très durs de militants écologistes qui sont fait remarquer ces dernières semaines par toute une série d'actions. Hier encore, c'était un blocage du périphérique à Paris. Il y a eu un blocage de l'aéroport d'Amsterdam pour protester contre les jets privés. Il y a des œuvres d'art sur lesquelles des substances diverses sont projetées. Est-ce que ce sont les bons modes d'action pour interpeller et pour faire avancer la cause écologiste? Je ne peux pas défendre ces modes d'action parce qu'ils ne sont pas légaux, mais je les comprends. Regardez ce qu'on vient de dire. Je les comprends parce que le vrai crime, c'est l'inaction climatique qui fait des millions de victimes à travers la planète, des millions de déplacés par exemple, climatiques. à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, département dont vous avez été la députée, contre un bassin d'eau pour les agriculteurs. Gérald Darmanin là, a parlé d'écoterrorisme de la part de ses militants. Je pense qu'un ministre de l'Intérieur républicain ne devrait pas dire cela. Ce mot est parfaitement choquant et antinomique avec la République. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dignement comparer les victimes du Bataclan et le militantisme écologique. C'est un scandale de faire ce parallèle. D'abord parce que les militants, moi je les respecte, et heureusement qu'ils sont là. S'ils n'étaient pas là, je ne sais pas dans quel état serait la planète. Même quand parfois ils s'en prennent aux forces de l'ordre, parce qu'il y a eu également des forces de l'ordre touchées. Oui, mais pourquoi cette manifestation a-t-elle été interdite? Et d'ailleurs, dans ce mot utilisé par le ministre de l'Intérieur, ce qui est dangereux dans ce mot, c'est la volonté finalement de criminaliser le militantisme. Et dans une république, on ne criminalise pas le militantisme. Au contraire, on le respecte et même on l'admire d'une certaine façon. Parce qu'à l'heure où les gens sont tellement égoïstes, voir que des jeunes se mobilisent, des jeunes, parce que c'est pour eux que nous devons lutter contre le réchauffement climatique, quelle planète va-t-on leur laisser? Mais s'ils ne se révoltaient pas, mais qui va se révolter pour que ceux qui sont actuellement en responsabilité fassent leur devoir à l'égard des engagements qui ont été pris à la COP de Paris? Donc on comprend cette colère, et cette colère ne s'en prend qu'au bien matériel. Elle ne s'en prend pas. Vous voyez, c'est pour ça que la comparaison avec le il y a malgré tout terrorisme. des forces de l'ordre, en effet, qui ont été touchées. Juste, vous disiez à l'instant, l'Europe a tort de relancer le charbon. Il se trouve qu'on est dans une période très particulière où il y a effectivement des tensions sur l'énergie, avec des hausses des prix très fortes. Le gouvernement a choisi, par exemple, de mettre en place un chèque énergie, un nouveau, sur le fioul. À partir d'aujourd'hui, un certain nombre de foyers peuvent le demander. Ça ira jusqu'à 200 €. Il y a une remise à la pompe aussi dans les stations essence qui va diminuer mi-novembre, s'arrêter fin décembre et être remplacé par un dispositif gros rouleur. Tous ces dispositifs-là, ils aident sur le pouvoir d'achat, mais ce sont des énergies qui, elles, polluent. Est-ce que le gouvernement a raison d'agir ainsi ? La réponse est dans la question. Vous voyez le paradoxe, c'est qu'on est obligé, compte tenu de la lenteur des actions et même du recul qui ont eu lieu ces dernières années, je le disais sur les crédits d'impôt qui a été supprimé, les plans d'isolation des bâtiments qui ont été supprimés, les territoires énergie positive qui ont été supprimés. Aujourd'hui, on aurait pu, en 7 ans depuis la COP21, faire 40% d'économie d'énergie. Mais vous avez toujours défendu le pouvoir cas. d'achat des Français. Là, entre fin du monde et Oui. fin du mois, il faut faire un arbitrage. C'est vrai qu'il faut aider. Il faut aider, donc ça va dans le bon sens. Mais ça reste quand même paradoxal. Et la seconde chose, c'est que aujourd'hui, ceux qui sont le plus en danger, ce sont les industries. Il y a une crise qui est devant nous sur les industriels qui ne savent pas encore comment va fonctionner le bouclier tarifaire. Qui subissent eux-mêmes la hausse des prix de l'énergie. Et quand on les rencontre, j'en ai rencontré un hier qui me dit, mais le choc énergétique là est plus grave pour nous que le choc du Covid, plus grave pour nous que le choc Alors, du qu'est-ce Covid. qu'il faut faire ? Encore sortir de l'argent Il faut, public ? oui, bien sûr, c'est ce qu'ont fait nos voisins. En Espagne, ils ont bloqué quand même les marges des filières de l'énergie.
C'est impensable, une histoire comme Total en Espagne. Les marges ont été bloquées à leur valeur absolue, pas en pourcentage. Il y a encore des profiteurs de guerre dans le secteur énergétique. C'est insupportable pour les entreprises. Malgré la mise en place d'une contribution, par exemple, mais sur les très faible. énergéticiens. Mais c'est très faible. Il faut européen. bloquer les marges des énergéticiens. C'est pas normal que les secteurs de l'énergie s'enrichissent sur le dos de la crise énergétique. Donc là, il y a une urgence. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Si les industriels n'arrivent pas à tenir à cause de la hausse du prix de l'énergie, il va y avoir des délocalisations massives qui ont commencé, des délocalisations massives industrielles européennes ou aux États-Unis et en Asie. Et en début d'année, si ce problème n'est pas réglé sur le bouclier tarifaire et si le processus de guerre ne s'arrête pas, parce que dès qu'il va y avoir une annonce de négociation et un processus d'arrêt de la guerre, l'économie va repartir. Et l'économie, c'est la protection des hommes et des femmes. Dans les conséquences, il y a également des conséquences pour les collectivités. Hier à Paris, en raison de la hausse des prix de l'énergie, entre autres, Anne Hidalgo a annoncé une hausse de la taxe foncière de plus de 50%. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que les collectivités ont raison d'augmenter comme ça, comme elle le fait, les impôts pour faire face à ces hausses aussi? Il y a une deuxième cause de cette hausse, c'est la suppression par le gouvernement de la taxe d'habitation. On fait croire qu'on baisse les impôts à la taxe d'habitation, mais qui elle est aux collectivités locales, il faut bien falloir la compenser. Donc elle a été compensée aussi par une hausse des taxes foncières. Donc il faut faire attention aussi à ne pas se jouer de l'opinion publique. Vous soutenez cette démarche? Non, je ne soutiens pas la démarche. Elle s'était engagée en plus à ne pas l'augmenter. Je pense qu'il faut mettre à plat, il faut des débats, comme surtout, il faut remettre à plat les choses et voir comment l'État peut compenser aussi la suppression de la taxe d'habitation. Déjà, ça atténuerait la hausse des taxes foncières. Dans ce contexte d'inflation, il y a aussi des demandes du gouvernement à un certain nombre d'entreprises pour limiter les hausses auxquelles elles vont procéder. C'est le cas par exemple pour la SNCF. Clément Beaune, le ministre des Transports, demande à l'entreprise un bouclier tarifaire sur le prix des billets. Il dit aux sociétés d'autoroutes, vous ne pouvez pas réclamer plus 8% d'augmentation sur les péages, il faudra que ce soit moins. Quels seraient les niveaux de hausse acceptables de votre point de vue? Est-ce que c'est zéro ou est-ce qu'il faut que les Français consentent à accepter ces hausses aussi sur les prix des billets, les péages? Mais la hausse est acceptable que si les salaires augmentent. Donc, il faut faire comme en Belgique, il y a bien l'échelle mobile des salaires. Indexer, vous voulez dire, les salaires sur l'inflation, par exemple? Il faut indexer les retraites. Elle l'était avant. Cette indexation a été supprimée, donc il faut la rétablir et indexer les salaires sur la hausse des prix. Et enfin, arrêter et engager le processus de paix sur la guerre en Ukraine. La RATP, c'est aussi une entreprise qui est confrontée à des difficultés de recrutement. Alors, vous l'avez dit, si on augmente les salaires, peut-être que ça réglera une partie du problème. Il y a aussi des demandes sur les manques d'effectifs. Jeudi, il y aura un gros mouvement de grève. En tout cas, l'entreprise annonce un trafic très fortement perturbé. Et dans quelques jours, quelques semaines, un nouveau patron, Jean Castex, l'ancien Premier ministre, il est auditionné cet après-midi au Sénat, demain à l'Assemblée. Est-ce que c'est la bonne personne à la bonne place? Je rappelle que vous avez eu, vous, la tutelle sur cette entreprise quand vous étiez ministre de l'écologie. Vous étiez en charge des transports. Tout à fait. Il faudra juger sur les actes, voyez. Mais il n'y a pas que les transports qui sont en carence. Tous les grands services publics sont en carence. L'hôpital, la justice, l'éducation. Mais du fait de l'action du gouvernement? Mais bien sûr. Parce qu'il y a une idéologie néolibérale qui laisse croire ou qui oriente toutes les actions de ce gouvernement vers l'idée que la privatisation, c'est mieux que le service public. Même si sur ces services, il y a eu des hausses. Mais non, la privatisation, c'est pas mieux que le service public. Et regardez les résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a des secteurs que vous ne pouvez pas rentabiliser. Regardez quand les EHPAD veulent faire de la rentabilité ou payer des actionnaires, comment sont traitées les personnes âgées dans les EHPAD ou dans les crèches aujourd'hui, où il y a de plus en plus d'incidents sur les enfants. Donc non, il y a une incompatibilité entre le service public et la privatisation. Et de ce point de vue aussi, les règles européennes ne vont pas dans le bon sens. Par exemple, sur les ouvertures à la concurrence. Par exemple, sur les ouvertures à la concurrence, qui sont une aberration dans le secteur de l'énergie. Ce sera le cas sur les lignes de bus. On en voit les conséquences. Les lignes de bus et le train. Quelle est la plus-value pour l'usager? Vous voyez, cette question de la plus-value pour l'usager, d'une décision structurante sur l'organisation d'un service public n'est jamais posée. Or, c'est l'objectif principal. Ségolène Royal, il y a aussi une situation politique, une majorité relative à l'Assemblée nationale. Nos confrères du Journal du Dimanche ce week-end évoquaient l'hypothèse d'une dissolution qu'Emmanuel Macron pourrait décider de l'Assemblée. Ils ont également fait réaliser un sondage par l'Institut IFOP Fiducial qui dit que dans cette hypothèse, seule l'extrême droite progresserait, le Rassemblement national et Reconquête dans une moindre mesure. Est-ce que ça doit dissuader Emmanuel Macron de dissoudre ou est-ce que de votre point de vue, il y aurait intérêt? Est-ce qu'il faut redonner la parole aux Français dans les urnes prochainement?
Pourquoi pas? S'il sent qu'il est bloqué et qu'il ne peut pas faire les réformes, et souvent d'ailleurs les mauvaises réformes, parce que déjà la réforme sur les retraites, je pense, ne passera pas. Les Français la ressentent comme une forme de harcèlement moral par rapport à tout Elle ce peut qui passer se s'il passe. y a un soutien des Républicains. Mais... Oui, mais je pense que les Français n'en veulent pas. Pourquoi ils n'en veulent pas? Parce qu'ils ne veulent pas être perturbés. Je pense qu'il faut maintenant de l'apaisement, il faut du calme, il faut arrêter de déstabiliser et de frénétiser les hommes et les femmes qui ont déjà à subir un contexte extrêmement difficile de crise. Donc il faut stabiliser, il faut apaiser. Et donc si ils veulent faire passer ces mauvaises réformes et dissoudre, je pense que l'effet boomerang sera là, effectivement. Merci beaucoup, Ségolène Royal, d'avoir été notre invitée ce matin. Et on l'a compris avec ces messages aussi pour vous, beaucoup de choses découlent de l'arrêt de la guerre en Ukraine. Manifeste pour une justice climatique, c'est votre ouvrage. Merci encore.